Bonjour à toutes et à tous, bienvenue, prenez place. Nous sommes nombreux, c'est super. Bienvenue pour cette discussion d'une heure sur le thème des tiers-lieux et la révolution sociale silencieuse. Est-ce qu'elle va être silencieuse cette table ronde? J'espère pas. En tout cas, on va essayer de la rendre la plus participative possible avec un temps d'échange entre experts, puis ensuite des questions à la salle. Donc chacune et chacun connaît son temps de parole. Évidemment, on pourrait prendre le sujet de diverses manières. Les tiers-lieux, cet objet définissable, non définissable, objet de quelques fantasmes peut-être. En tout cas, ces tiers-lieux ne sont pas déconnectés de nos réalités sociales, économiques, écologiques. Page 6 de ce magnifique programme concocté par l'équipe organisatrice. Un point sur les limites planétaires qui sont maintenant notre horizon indépassable pour garantir le caractère, pour garantir l'habitabilité des territoires, quelles que soient les activités humaines dessus. Je vous invite à aller regarder cela. En tout cas, ces bouleversements écologiques, sociaux, économiques nous invitent à tisser de nouvelles coopérations locales, à tisser peut-être de nouvelles solidarités. Pour cela, il faut des temps, il faut probablement aussi des lieux, et ces tiers-lieux dont on va parler en font probablement partie. On a la chance d'avoir autour de cette table plusieurs expertes, experts, praticiens, praticiennes. Je pense bien sûr à Antoine Buret, sociologue spécialiste des tiers-lieux. Nous avons également Isabelle Peloux, qui est ancienne professeure des écoles, mais fondatrice de l'école élémentaire du Colibri. C'est cela, on va en parler tout à l'heure. À ma gauche, Diane Dupré-Latour, journaliste, autrice de Comme à la maison aux Actes Sud, mais surtout fondatrice des Petites Cantines, tu vas nous en parler. Et enfin, Xavier Cazard, journaliste, spécialiste de communication, mais surtout maintenant, c'est ce que j'ai lu sur ton profil, et maintenant entrepreneur social et à la tête d'une expérience absolument incroyable, la maison de la conversation, la maison de la conversation, la rue de la conversation. Quel beau programme. Sans plus tarder, je propose, Antoine, de me tourner vers toi. On se tutoie, comme ça, ça va être plus direct comme échange. Antoine, tu es considéré comme une référence. Boum. Il paraît que tu as écrit la première thèse doctorale sur le sujet et même le premier ouvrage en langue française sur ce concept de tiers-lieu. Est-ce que c'est vrai? Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. On commence bien. Bon, maintenant, on a déjà échangé dans d'autres conférences, et moi j'ai été très frappé par la force de ton discours à ce sujet pour revenir un peu sur Terre. Et tu expliques que le café du coin, le bar PMU, en bas de chez nous, hein, c'est en soi le premier tiers-lieu. Et donc j'aimerais, si tu veux bien, en quelques instants, que tu puisses faire la lumière sur ce concept. Qu'est-ce que c'est le tiers-lieu? À toi. Bon, merci Christophe, merci à tous d'être là. Ce concept de tiers-lieu draine avec lui beaucoup de fantasmes, beaucoup d'incompréhension. Au tout début, quand on a travaillé ce concept, début des années 2010, en France, on avait coutume de dire dans les communautés des tiers-lieux, le tiers-lieu ne se définit pas par ce que l'on en dit, mais par ce que l'on en fait. C'est une phrase un peu fumeuse comme ça, mais qui s'est un peu répandue comme une traînée de poudre, qui nous permettait de mettre dans ce mot tout un tas de trucs. Pardon. Avez-vous allumé votre micro? Mon micro marche là? Ah, pardon. Pardon, je vais être collé comme ça va pas être très agréable, et je vais essayer de le faire quand même. Bon, ce qui nous permettait, je reprends depuis le début ou c'est bon? Enfin, qui nous permettait de mettre derrière ce terme tout un tas de trucs et de choses parfois contradictoires, dont on ne savait pas vraiment où placer, donc on disait c'est un tiers-lieu. D'ailleurs, il y a une politique publique qui s'est construite avec cette idée-là. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est de revenir à l'origine du terme, de voir s'il avait du sens, de voir comment ce terme-là a été travaillé en France, mais aussi dans le reste du monde. Et donc pour cela, je suis revenu à celui qui a créé ce terme-là, qui est un sociologue américain dans les années 70, qui travaille le terme de tiers-lieu pour en fait désigner ce que l'on pourrait qualifier de lieu de sociabilité informelle. Donc le terme tiers-lieu a une définition. Un tiers-lieu, c'est un lieu de sociabilité informelle. Après, il y a tout un tas de types de lieux de sociabilité informelle. Effectivement, dans nos cultures européennes, le principal lieu de sociabilité informelle, c'est le café, le bistrot, le rad. Mais si l'on va ailleurs dans le monde, ça peut être tout à fait autre chose. Le café, le bistrot, le rad a pour particularité d'être payant. On doit payer, même si ce n'est pas très cher. Historiquement, ce n'est pas très cher, puisque les cafés, on appelait ça les clubs des pauvres. C'est quand même payant. Dans d'autres pays, eh bien, on ne peut pas payer pour se réunir. Et pourtant, il y a quand même des lieux où on se réunit.
un banc devant un bloc, devant un grand bâtiment en Roumanie peut être considéré comme le tiers-lieu d'un quartier. La corniche à côté de la bibliothèque d'Alexandrie, pour certaines populations, est considérée comme leur tiers-lieu. Donc on voit là une distinction entre les tiers-lieux organisés et puis les tiers-lieux qui sont, disons-le, naturels. Maintenant, ce qui est intéressant par rapport à ce qui s'est passé en France ou ce qui se passe actuellement, c'est de focaliser sur le tiers-lieu organisé. Qu'est-ce qu'on a appris chez nous de cette mise en valeur des tiers-lieux et comment on peut renforcer en fait leur présence. Actuellement, en France, on a focalisé sur certains types de tiers-lieux que moi je qualifie un peu par provocation de lieux cool avec des palettes. Je caricature volontairement. Je pense qu'il sera intéressant, et c'est ce qui est en train de se faire à vrai dire, d'élargir le spectre et de prendre tous les types de tiers-lieux organisés pour vraiment leur redonner une place dans la société. On sait qu'il y avait environ 600 000 bistrots en France en 1960, il n'y en a plus que 60 000. C'est cataclysmique, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins de lieux pour se rencontrer réellement. Le but maintenant, et c'est ce à quoi participe la politique publique des tiers-lieux, même si elle demande à être réfléchie, c'est de remettre ces lieux au centre pour se reparler, pour se rencontrer, mais aussi pour recréer un peu de solidarité. Je réfléchissais tout à l'heure, et j'en finirai par là, au moment que l'on a vécu dans la grande salle, pour ceux qui y étaient, il y avait une sorte de moment de communion où tout le monde chantait, et je me disais, putain, je vais revenir chez moi, et je vais me dire, je vais aller dans le tiers-lieu que j'anime, dans lequel je travaille, je disais, tiens, on allait là-bas, et puis on a tous chanté ensemble, c'était vachement bien. Mais ça semblait un peu déconnecté de la réalité, parce qu'en fait, dans nos tiers-lieux, on a des communautés qui sont parfois contradictoires, qui s'opposent, on a un lieu médian, en fait. Moi, dans mon tiers-lieu, puisque j'habite dans une petite ville, j'ai des gens d'extrême droite, j'ai des gens d'extrême gauche, en fait. Et mon but, c'est d'arriver à maintenir le dialogue. Et finalement, c'est ça le but du tiers-lieu, réussir à maintenir le dialogue dans une société polarisée. Et j'espère qu'on pourra en discuter plus loin. Voilà, on a clarifié le concept en 4 minutes, c'est absolument remarquable. Alors on va donc se reparler, se rencontrer, etc. Est-ce que c'est donné? Est-ce que c'est inné? Ou est-ce que ça s'acquiert? Est-ce qu'il faut une éducation au dialogue, à la coopération? Isabelle Peloux, donc ancienne professeure et donc, comment dirais-je, fondatrice de cette école du Colibri. On est à l'UNESCO, on enseigne la paix, on défend la paix. Comment on fait aujourd'hui pour éduquer à la coopération, à la paix, au dialogue? Vous avez, non pas 4 heures, mais 4 minutes. Alors, le tiers-lieu des Amanins, aujourd'hui je peux dire que c'est un tiers-lieu parce que j'ai mieux compris ce que c'était. C'est donc dans une ferme dans la Drôme, une ferme au milieu de 55 hectares. Et moi j'étais institutrice et quand ils ont monté cette ferme, on accueillait des classes découvertes. Et un jour j'ai dit, mais il y aurait une école, ça serait super. Et on m'a dit, vas-y. Ah, bon, d'accord, voilà. Donc, on a monté cette école et moi, j'ai vu les adultes autour de moi qui travaillaient ensemble, ne sachant pas très bien coopérer. Et comme c'était un de mes sujets de prédilection en pédagogie, c'était en faisant ensemble qu'on apprenait le mieux. Du coup, je me suis dit, mais coopérer, comment ça va faire? Et du coup, quand on a monté l'école en 2006, on a très vite mis la coopération comme une matière en tant que telle. Voilà, ça s'apprend. Et donc ça s'apprend comment? Alors ça s'apprend dans le travail de tous les jours, c'est-à-dire que les enfants apprennent d'abord à chercher tout seuls et ensuite à confronter leur stratégie mentale à celle des autres. Pourquoi les confronter? Simplement parce que ça va m'enrichir de voir que « Ah mais comme tu as fait, ça va bien plus vite que ma méthode. Ah mais comme tu as fait, en fait ça m'aide à comprendre ce que moi j'ai fait et surtout quand je suis moi obligée de t'expliquer comment j'ai fait, c'est comme ça que j'apprends. » C'est-à-dire que j'ai besoin du tu pour que mon je s'épanouisse. Voilà. Et donc, les enfants utilisaient ça à l'école, mais ça créait, comme dans tous les groupes de coopération, des tensions. Vous connaissez tout ça, c'est-à-dire que quelquefois, ça va beaucoup plus vite de faire tout seul. Voilà. Et donc, comment coopérer quand ça vient chatouiller le fait que j'ai eu l'impression qu'on se moquait de moi, le fait que j'ai eu l'impression que l'autre était plus fort que moi et qu'à un moment, ça devient très désagréable quand même, qu'il soit tout le temps plus fort que moi. Et donc, les enfants ont un avantage massif sur notre âge, c'est qu'ils ne sont pas encore tout à fait socialisés et que du coup, ils disent assez haut et fort tout ce qu'ils pensent et tout ce qu'ils ressentent. Et j'ai énormément appris avec eux. Voilà. Et donc, j'ai énormément appris moi-même à devenir une meilleure coopératrice parce que je tombais dans les mêmes pièges que ceux dont ils parlaient, sauf qu'eux les nommaient. Et ce qui est nommé existe, donc c'était beaucoup plus facile d'en faire une matière. Et donc, nous avons intégré d'année en année 3 temps dans le temps scolaire.
un temps d'atelier philo. Si vous voulez en savoir plus, allez voir ce que fait la Fondation Sèvres de Frédéric Lenoir et vous aurez tous les tuyaux. Et ces ateliers philo, nous, on a pu voir avec les enfants que le fait de décider qu'une fois par semaine, on a un temps auquel on répond aux questions qu'ils se posent ou aux questions que nous amenons nous, on la pose au milieu et on travaille sur la pensée. C'est-à-dire que cette idée, on la pose au centre et on va la manipuler ensemble, on va la regarder dans tous les sens, on va essayer de la questionner. Voilà. Ça ouvre à beaucoup de tolérance. Les enfants ne disent plus « je ne suis pas d'accord avec machin qu'a dit », les enfants disent « je ne comprends pas bien la pensée quand elle dit ça ». Et du coup, un autre peut dire « mais cette pensée, elle dit ça parce qu'elle voit par cet angle-là ». Et ça ouvre à l'esprit critique, à moins de jugement, à ce que Antoine définissait tout à l'heure dans la rencontre des pôles qui, en fait, ont des choses communes, mais ne le savent même pas. Ils sont dans la croyance que tout est différent, mais non, en vrai, il y a un terrain commun qui est notre humanité, et on se rencontre autour de ce terrain-là. Un deuxième temps dans la semaine qui est le temps du bien vivre ensemble. Le bien vivre ensemble, ça c'est le pédagogue Philippe Mérieux qui m'a aidé à le nommer comme ça. Moi j'appelais ça le vivre ensemble. Il disait mais vivre ensemble, ils n'ont pas le choix. C'est comme nous sur la planète, on n'a pas le choix. Mais on peut choisir de bien vivre ensemble. Et donc de choisir de bien vivre ensemble, c'est déjà hautement un choix philosophique. Et donc nous, les élèves de l'école du Colibri, sont tirés au sort. Donc, ils ne se sont pas choisis de vivre dans cette école. Quand nous faisons ces réunions-là, où ils vont discuter principalement de leurs difficultés en cours de récréation, hein, c'est l'occupation du territoire, les occupe énormément. Ils ont un magnifique coin cabane, donc il y a de la propriété. Est-ce que ça nous appartient, est-ce que ça ne nous appartient pas? Enfin voilà, tous les sujets de notre société sont au cœur de leurs préoccupations quotidiennes. Et donc, les enfants, ils font des putschs. Voilà, c'est-à-dire que machin, moi je veux plus qu'on fasse ce jeu-là et je veux que machin soit plus dans cette école. Ah ben non, justement, on est dans une école où ce qu'on défend, c'est des valeurs de coopération. Et donc, comment on va faire pour bien vivre ensemble alors qu'on a des idées qui apparaissent complètement opposées? Et ils vont apprendre la négociation, ils vont apprendre le consensus. Et donc, moi, j'avais la chance de travailler au sein de cette structure des Amanins. Et donc, à côté, il y avait la SCOP qui essayait de coopérer et qui, comme dans toutes les SCOP, a testé des tas de méthodes. Donc, l'holacratie, la sociocratie, ainsi de suite. Et donc, moi, je suis allée écouter tout ça. Et donc, j'ai pu grappiller et je suis arrivée à trois questions qui font tomber tout putsch. C'est juste incroyable. C'est-à-dire que quand quelqu'un arrive et qu'il se plaint de quelque chose, on lui demande quelle est ta demande. À partir du moment où il est dans la demande, il n'est plus du tout au même endroit. Il ne peut plus se plaindre. Il est en train de dire ce qui ne va pas pour lui, donc il parle à partir de sa vulnérabilité, de son manque, donc ce n'est plus du tout le même endroit. La deuxième question, as-tu une proposition pour répondre à cette demande? Et ensuite, on s'adresse au groupe. Est-ce que cette proposition soulève des tensions? Et donc là, oui, moi tu veux que plus personne n'aille au coin cabane, moi je ne suis pas d'accord, donc voilà. Donc quelle proposition fais-tu pour soulever cette tension? Et on va grappiller comme ça. Les enfants sont bien plus forts que nous. Moi, j'ai assisté à des réunions de collectifs où on mettait quelquefois 3 heures pour arriver à ce fameux consentement. Eux, ça va beaucoup plus vite parce qu'ils intègrent très vite la notion de hasard. C'est-à-dire, on ne sait pas quoi faire, on va tirer au sort. Ça, c'est un outil absolument magique. C'est-à-dire qu'on va faire agir autre chose que nous, quoi. On sort de ça. Et puis, ils sont d'accord pour la temporalité. C'est-à-dire qu'on leur met... on essaye une semaine. Et si dans une semaine, ça ne va pas, on en reparle dans une semaine. Et les enfants, ils jouent le jeu. Ils ont hyper confiance dans ces mécanismes-là. Et il y a un troisième temps, qui est le fameux temps d'éducation à la paix. Et là, on va prendre toutes les problématiques qu'ils rencontrent au quotidien et on va les traiter sous forme de jeux de rôle, sous forme de jeux coopératifs. On va parler de nos besoins, de nos attentes, de nos émotions, et on va nommer, par exemple, ils mettent très vite en place des règles où la moquerie, nous à l'école du Colibri, j'entendais ça dans une conférence hier, elle est tout de suite nommée, c'est absolument interdit. On est dans un lieu où on est hyper susceptible parce qu'on est tous en train d'apprendre. Donc c'est hyper désagréable quand on ne comprend pas et que les autres comprennent. Donc le truc qui tue, c'est qu'on se moque de nous. Donc la moquerie, ils l'ont banni de l'école, quoi. C'est un truc, ils se le rappellent entre eux. Je rappelle que la moquerie est absolument interdite. Voilà. Ils ont des règles comme ça très précises qu'ils définissent dans ce temps d'éducation à la paix. Bravo. Merci Isabelle. Je ne sais pas s'il y a des responsables politiques dans la salle, mais
Il faut prendre note là, parce qu'on a quand même un mode d'emploi pour le débat public quand même assez remarquable. On en parlera peut-être dans le deuxième tour de parole pour voir de quelle manière on peut utiliser ces recommandations. En tout cas, Diane Dupré-Latour, donc je disais journaliste, autrice et à la tête des petites cantines. Ce que j'entends, Diane, là quand même, hein, tolérance, bienveillance, négociation. Et toi, au cœur de ton entreprise, de ta démarche, il y a cette question de la confiance pour changer de modèle et créer l'espace, le moment, les habitudes pour inventer la nouvelle manière de vivre avec le monde qui vient, pour le dire de manière un peu grandiloquente. Est-ce que tu peux nous préciser cette affaire de confiance? Oui, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Moi, ça me fait très plaisir d'être avec vous, même si j'aimerais bien qu'on soit plutôt sur un niveau d'équivalence ensemble et sur une forme un peu plus ronde, mais on peut le faire par l'imaginaire et par le cœur. Et puis merci à toutes les petites mains qui ont organisé cet événement assez incroyable, qui fait tellement de bien. On ne les voit pas, mais on pense fort à elles. En fait, la question de la confiance, elle n'est pas venue dans un premier temps. Moi, je travaille dans la restauration. Nous, on fait des restaurants, donc ça s'appelle les petites cantines. Et on voulait que ce soit, comme le dit Antoine, un lieu de sociabilité informelle. Et du coup, on voulait que le prix ne soit pas un frein. Et du coup, on a choisi la stratégie tarifaire du prix libre. Ça veut dire que c'est le client qui fixe le prix. Donc ça veut dire que l'argent est un moyen au service de cette finalité qui est la relation. Et comme le dit Isabelle, que la relation, ça s'apprend. Ça m'a amené à changer de regard sur plusieurs choses. D'abord, sur la question de la mixité sociale. Au début, je me disais, pour que le prix libre fonctionne, il va falloir qu'on mette des riches avec des pauvres, et comme ça, leurs contributions financières, elles vont s'équilibrer. Et je me suis rendu compte que les riches, ils n'avaient pas particulièrement envie, comme ça, de manger avec des pauvres, et inversement. Et du coup, ce n'est pas parce qu'on fait un repas partagé que ça se passe forcément bien. Du coup, quelles sont les conditions à réunir pour que ça se passe bien? De manière très pratico-pratique, c'était bien plus intéressant d'avoir comme intention de départ d'aller chercher la mixité d'usage, c'est-à-dire est-ce qu'on va avoir des gens qui viennent dans le quartier parce qu'ils viennent étudier, des gens qui viennent faire leurs courses, des gens qui sont là pour habiter, d'autres pour travailler, d'autres pour tout autre usage, et parmi eux, il va y avoir des gens qui vont avoir des pouvoirs d'achat différents. Et ça m'a amené à me dire, ok, mais pour tous ces gens si différents, c'est quoi une relation de qualité, puisque c'est notre finalité? Entre les personnes âgées, les jeunes, les personnes de nationalité française, les personnes de nationalité étrangère, etc., différence de conviction politique et toutes les autres, c'est quoi le plus petit dénominateur commun? Et c'est comme ça qu'à force de poser cette question aux convives, je suis arrivée à cette question de la confiance. Et moi, en montant les petites cantines, je pensais que la confiance, c'était quelque chose qui se gagne. Je pensais qu'il fallait s'en montrer digne. Je pensais que c'était quelque chose qui se méritait. Je pensais que ça prenait du temps. Je pensais que c'était quelque chose qui était plutôt réservé à la sphère intime avec les gens qu'on connaît bien. Et en fait, mon retour d'expérience avec ces restaurants participatifs est très différent. Je m'aperçois que des gens qui ne se connaissaient pas un quart d'heure avant ont une capacité à se faire confiance qui est extrêmement rapide, à une condition, c'est qu'ils aient été nourris dans leurs besoins de sécurité. J'ai pris conscience à quel point j'avais besoin de nourrir mon besoin de sécurité avant de répondre à mon besoin de relation. Et finalement, ce lieu du restaurant, ce tiers-lieu, il va m'apporter le cadre de confiance qui va me permettre de me sentir suffisamment bien pour pouvoir aller voir des gens autres que ceux qui me ressemblent le plus. C'est important, bien sûr, mais plus je me sens en sécurité, plus je vais pouvoir aller voir des gens qui sont différents, et plus ça va me muscler dans ce qui est différent, non pas chez l'autre, mais chez moi. Et du coup, à quel point je suis unique,
Et du coup, prendre conscience de tout ce que j'ai en moi et que personne d'autre ne pourra apporter au monde. Et ça, ensuite, ça m'a amené à plonger d'un point de vue économique de plein pied dans l'économie du don. C'est-à-dire avec le prix libre, c'est pas tant un rapport à la solidarité. Est-ce que les gens vont être suffisamment responsables socialement ou suffisamment altruistes pour donner ce qu'il faut pour que le lieu fonctionne? C'est pas ça. En fait, c'est d'abord et avant tout un rapport à l'incertitude. Ça veut dire que face à quelque chose que je ne maîtrise pas, quel va être mon rapport? Est-ce que je vais voir ça comme un risque et du coup comme un danger, parce que je risque de perdre quelque chose? Donc je suis dans la logique, qu'est-ce que je gagne, qu'est-ce que je perds? Ou est-ce que je suis dans la logique, qu'est-ce que je donne, qu'est-ce que je reçois? Et plus c'est incertain, plus le champ des possibles est ouvert à moi. Ça nous a vraiment aidé à asseoir un autre imaginaire autour de la confiance qui fait qu'on ne peut jamais perdre. Xavier, au sein d'un quartier populaire que tu vas nous présenter, tu as inventé avec d'autres la maison et la rue de la conversation qui fait de l'échange et de la relation un bien commun. Ce bien commun, il est permis par la confiance, il est tissé comment ? Il est tissé par ceux qui sont présents. Je vais peut-être raconter en quelques mots ce qu'est la maison de la conversation pour ceux qui ont du mal à s'imaginer un tiers-lieu dédié à la conversation. Moi-même, quand je l'ai ouvert il y a 4 ans, j'avais du mal à imaginer ce qui allait s'y passer. Et aujourd'hui, dans le quartier où on est installé, qui est Porte de Montmartre, qui est le 5e quartier le plus pauvre d'Île-de-France, dans la ville la plus riche de France, on reçoit environ 2000 personnes par mois. Et là, je vois Grace qui est ici, qui travaille dans l'équipe de la programmation et que vous pourrez revoir tout à l'heure sur la rue de la conversation, en effet, qui est là-bas. On est parti du principe que le quartier où on était installé avait une grande carence en capital relationnel déjà. On s'est dit, tiens, on est dans un quartier où les gens ne sont pas forcément français, ne parlent pas forcément la langue, n'ont pas tous les outils dont on dispose. Donc le premier intérêt de la conversation, c'est de pouvoir donner des outils à ceux qui n'en ont pas, des outils de compréhension et d'ouverture à un autre monde. Et puis le moyen qu'on a mis en œuvre pour le faire, c'est de dire on va proposer aux gens de vivre l'expérience de la conversation. Et cette expérience, elle commence comme pour les petites cantines par un endroit symbolique de la relation qui est la table, puisque l'entrée de la maison de la conversation, c'est un restaurant avec des tables d'hôtes, qui a une coopérative d'intégration par le travail, donc il y a une intention forte, et dans lequel on peut déjeuner. Et ensuite, on a construit toute une programmation autour de trois axes. Conversation avec la tête pour faire avancer les idées. Par exemple, j'ai vu hier soir quelqu'un qui s'appelle Olivier Amand, que vous connaissez peut-être, qui travaille sur la robustesse, qui vient souvent à la maison de la conversation. Donc là, il y a des gens qui sont intéressés par ce sujet, qui ont des conversations et pas des conférences comme aujourd'hui. On n'a jamais cette disposition. Et je suis en même temps très heureux d'être là pour vous en parler. On a des conversations avec le cœur pour apprendre à développer ses compétences sociales. Par exemple, il y a une jeune femme qui est bénévole et qui a organisé la clinique de l'amitié pour réparer ses amitiés abîmées. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais c'est quand même incroyable comme créativité et générosité aussi. Et puis on a des conversations avec le corps pour se mettre en mouvement. Et là, on a des jeunes des quartiers populaires qui viennent faire des battles de hip-hop ou d'autres activités souvent très culturelles. Et ces 3 populations qui viennent chaque mois à la maison de la conversation, se mélangent, pas toutes, pas tout le temps, mais notre enjeu pour nous, c'est de créer cette mixité sociale qui fait défaut d'une manière de plus en plus importante dans la société polarisée dans laquelle on vit. Et vraiment, la réussite de ce projet, c'est cette mixité qui se met en place. Et pour continuer à le faire, on a développé des projets. Chaque année, on a un projet qu'on met en œuvre. Et aujourd'hui, vous pouvez voir la rue de la conversation, qui est, on était à la Porte de Montmartre, on se disait, mais personne ne va venir Porte de Montmartre. Les Parisiens ne connaissent pas la Porte de Montmartre, il n'y a pas de sortie de périph', c'est quand même bien, voilà, ça n'existe pas, réellement. Et donc, on s'est dit, on va créer un espace de conversation dans la rue. Donc là, on a proposé un projet au budget participatif de la ville de Paris, qui a fonctionné, donc ça, merci Anne Hidalgo. Et après, on a sonné à 900 portes du quartier en demandant aux gens, pourquoi vous ne descendez pas dans la rue ?
Et de là, on a fait un appel à projet. Il y a des jeunes, on a créé un comité avec des assos, etc., les bailleurs sociaux, et des jeunes designers qui s'appellent Fragment. On fait un projet magnifique de mobilier urbain mobile qu'on va bientôt installer au mois de juin dans l'espace public sur le Mail Binet. Et les assos vont pouvoir changer la configuration de ce mobilier pour faire une agora, pour faire un marché de Noël, un banquet citoyen, etc. Donc, voilà. Et chaque année, on a un projet nouveau. Et cette année, le projet qu'on a créé s'appelle Convix. C'est l'anti-TEDx. Le TEDx, c'est une personne sur scène qui raconte son histoire. Et bien là, on propose à un collectif de faire changer les idées des jeunes du quartier qui vont travailler sur la citoyenneté et que vous pourrez rencontrer le 27 juin au Théâtre de la Concorde, donc dans un quartier qui n'a rien à voir avec le 18e. Et ils seront là pour parler avec vous, pour faire une performance autour de la citoyenneté. Voilà le genre de choses qui petit à petit se tissent à la Maison de la Conversation, dont l'objet n'est pas vraiment d'apprendre la conversation, on n'a pas de méthode à proposer, mais comme tu le disais, d'avoir un cadre autour de 5 valeurs, dont la première est l'égalité, qui permet d'avoir des conversations et de vivre cette expérience. Et notre enjeu, c'est de regarder la conversation comme un commun, comme tu le disais tout à l'heure. Hein, la conversation, on s'aperçoit que plus on a de moyens de communication, moins on se parle, plus on a peur d'aller vers l'autre, alors que notre santé psychique est vraiment très liée à la relation à l'autre. Si vous parlez à des inconnus, vous allez vous sentir bien. D'ailleurs, si vous venez à la Maison de la Conversation, vous allez vous sentir bien. Il y a beaucoup de joie dans ce lieu. Même si c'est dur de gérer un tiers-lieu, il y a beaucoup de joie au quotidien dans cette rencontre. Et du coup, je vous engage à tester très rapidement ce que je viens de vous dire en parlant aux gens qui sont autour de vous, si vous ne les connaissez pas, et vraiment ça fonctionne. Voilà, bravo, bravo Xavier Cazat. On va donc aller converser dans la rue et dans ta maison. On a repéré, donc on a noté la porte de Montmartre, qu'on ira donc visiter très très vite. Antoine Buret. Antoine, alors là, on a fait un premier tour, et maintenant on va essayer d'aller un peu plus loin si tu en conviens. Tu disais dans ta première intervention qu'il y avait donc des tiers-lieux qui étaient organisés, d'autres qui étaient naturels. Ça nous pousse bien sûr, vu l'importance de ces lieux d'échange, à devoir les identifier. C'est cette question du diagnostic qui est très chère à notre association France, Villes et Territoires Durables. Allez voir sur Internet, cette affaire de diagnostic, d'identification. Il faut donc protéger des lieux naturels de dialogue qui existent déjà, avant de tout casser, avant de rénover les quartiers, etc. Il faut s'intéresser. Bon. Et puis deuxièmement, pour aller encore plus loin, est-ce que finalement, puisqu'on parle de réversibilité de l'urbanisme et des aménagements, est-ce que ce n'est pas toute la ville qui devrait être un tiers-lieu ? Et dans ce cas-là, comment on s'y prend? Ok. Je vais essayer d'amener des éclairages là-dessus. En fait, il y a un travail qui est déjà fait, qui est ancien, qui me semble de qualité pour déterminer les principaux critères d'un tiers-lieu. C'est un travail ancien, c'est Oldenburg qui l'a fait. Il peut être actualisé. Néanmoins, il y a une chose qui est intéressante là-dedans, c'est qu'il détermine 8 critères principaux. Alors, je ne vais pas les dénommer les 8 parce que ce n'est pas forcément intéressant, mais il y a 3 idées principales qu'il faut retenir là-dedans. 2 idées principales, je m'excuse. La première, c'est que le principal critère d'un tiers-lieu, c'est l'accessibilité. Une accessibilité en termes géographiques, en termes de prix, en termes d'horaire, en termes d'aménagement et en termes de statut. Le prix, comme vous l'avez dit jusqu'à présent, ça doit être pas très cher en somme. Tout le monde doit pouvoir y aller régulièrement sans que ça nous coupe un bras. Et c'est là la différence avec la plupart des cafés que l'on connaît actuellement, où les prix, pour des questions de business, enfin, parce que les matières premières sont chères, etc., les cafés sont de moins en moins des tiers-lieux, parce que c'est difficile d'accès. 3 € un café. Moi, j'habite Genève, 3,50 € ou 4 francs un café. Excusez-moi, je ne peux pas y aller tous les jours. Hein. Donc souvent, je discutais avec une collègue aux États-Unis qui me disait qu'elle ne peut pas aller au café tous les jours, et elle, son tiers-lieu, c'est un magasin de bricolage, parce qu'elle aime bricoler, et c'est là où elle rencontre les gens, en fait. Donc le prix, premier critère. Le deuxième, la géographie. Ça doit être à proximité de là où on habite. On ne va pas à son tiers-lieu régulièrement si on doit prendre la voiture, faire 45 minutes de route, en fait. On y va à pied, et puis on sait qu'on va rencontrer des gens, en fait, on sait qu'on va rencontrer des habitués. Et c'est pour ça que pour beaucoup de personnes, pendant très longtemps, un des principaux tiers-lieux, c'était le McDonald's. Parce que, malheureusement, il y en avait beaucoup, on y va à pied, c'est ouvert souvent, c'est pas très cher, et on peut passer du temps. 3e critère, donc l'horaire, plage d'horaire
assez large pour pouvoir y aller quand on veut. Les tiers-lieux qui sont fermés aux horaires après les horaires de travail, bah, excusez-moi, on ne peut pas se qualifier de tiers-lieu si à 17h, 18h, vous êtes fermés, les gars. C'est impossible. Vous êtes des lieux de coworking, c'est très bien, vous avez une qualité, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais être un tiers-lieu, c'est permettre aux gens de passer du temps libre. Et le temps libre, bah, c'est surtout en dehors des heures de travail. Aménagement, quelque chose d'assez modeste, pour ne pas se sentir à l'écart. On ne sait pas qui va venir. Quelque chose de très clinquant, des chaises neuves, un truc super design, ça peut attirer une certaine population, c'est très bien. Mais on ne peut pas être accessible si, moi par exemple, j'aime bien les rades, j'aime bien les trucs un peu très très modestes, où je peux rester dans mon coin, regarder les gens. Dès que ça brille, je ne me sens pas très à mon aise, donc voilà, j'y vais pas. Donc voilà, la modestie, le ménagement, c'est important. Et puis, pour reprendre les derniers termes, le statut, tout le monde doit pouvoir s'asseoir à côté de tout le monde. Mais ça, c'est très ancien. Dans les cafés, dans l'histoire des cafés en France, ou même en Angleterre, des coffee house, il y avait cette pancarte que l'on mettait en avant, où c'était écrit que chacun pouvait s'asseoir à côté de tout le monde, en fait. Il n'y a pas de statut dans un tiers-lieu. Un patron peut se mettre à côté d'une personne lambda. Ma mère, qui fréquente beaucoup de tiers-lieux, parle toujours avec des notables, avec tout un tas de personnes de son village. Mais c'est le seul endroit où on peut le faire. Et c'est ça où c'est remarquable. Et puis le dernier point, et j'en resterai là, le deuxième critère notable, c'est l'hospitalité. Alors, il ne s'agit pas forcément de penser à une hospitalité inconditionnelle, c'est un large sujet, il n'y a aucun souci. Et effectivement, tu en parlais, parfois ça pose des questions. Mais il y a un personnage qu'on n'a pas évoqué dans tout ce qui a été dit, et qui est central pourtant, et qui fait que les barrières se cassent dans tous les tiers-lieux. C'est celui que moi j'appelle le concierge. C'est celui qui accueille, qui est le point de référence où les personnes vont venir. Et souvent, dans un bar ou dans une bibliothèque ou dans un Fab Lab, on y va parce qu'on va voir quelqu'un. On sait qu'il y aura toujours quelqu'un qu'on connaît. Et pour conclure sur l'importance du concierge, moi j'aime bien rappeler que dans certaines langues, en anglais notamment, mais aussi en roumain, je connais bien la culture roumaine, et le mot roumain pour dire concierge, c'est ingrijitorul. Ingrijitorul, ça veut dire celui qui prend soin. Littéralement, le concierge, c'est celui qui prend soin. Et dans un tiers-lieu, quel qu'il soit, par exemple les 3 que vous gérez ou sur lesquels vous travaillez, je suis sûr qu'il y a un concierge et je suis sûr qu'il est central et que la plupart du temps, les gens viennent pour lui, même si les habitués ne sont pas là. Donc voilà, les 2 critères principaux pour un tiers-lieu, je dirais, accessibilité et hospitalité. Merci. Voilà un programme politique au sens la gestion de la cité. Ah, je n'ai pas répondu à la deuxième question. Vas-y, je t'en prie. Non, mais en fait... si, vas-y, sur la ville. Je ne sais pas, oui, en fait, au début, quand on fantasmait sur les tiers-lieux, on se disait, oui, la ville doit être un tiers-lieu, effectivement, mais soyons clairs, c'est impossible. L'important, c'est qu'il y ait plein de tiers-lieux, qu'il y ait un tiers-lieu dans chaque quartier. Dans les villes sud-américaines, souvent, il y a un genre de bodega, on va dire, qui fait épicerie, qui fait bar, qui fait tout, à chaque quartier. On avait ça dans notre culture. En Angleterre, on avait ça. Aux États-Unis, il y avait ça. Mais non, il n'y en a plus, en fait. Et en fait, c'est arriver à trouver ça. C'est pas la ville doit être un tiers-lieu, c'est que la ville doit être pleine de tiers-lieux. Chacun a son image, chacun par rapport aux spécificités du territoire dans lequel il s'inscrit. Chacun peut être à l'aise. Si tous les tiers-lieux se ressemblent, c'est foutu. On va se retrouver avec Starbucks. Starbucks qui a d'ailleurs fait une politique de tiers-lieux qui les a amenés où ils sont actuellement. Ils ont voulu être les tiers-lieux d'Amérique du Nord. Rappelons-le, le principal slogan de Starbucks, dès qu'ils ont été créés, c'était le tiers-lieu. Leur but, c'était d'être le tiers-lieu d'Amérique du Nord. Mais c'est un truc uniformisé qui touchait une certaine population. Moi, ce que je dis, ce n'est pas la ville doit être un tiers-lieu, c'est la ville doit être pleine de tiers-lieux, et pour plein de raisons que j'espère on évoquera plus tard. Entendu. Bravo pour cet éclairage. Isabelle, je me tourne de nouveau vers toi. Tu nous as donné le mode d'emploi tout à l'heure pour la coopération, le dialogue, la paix, etc. Et tout de suite, par provocation, je t'ai dit, mais ok, ça c'est pour les enfants. Et tu disais qu'ils avaient une propension, une facilité à le faire. Mais allez, comment développer plein de tiers-lieux partout dans la ville avec cette humeur, avec cet état d'esprit? Tu dis bien ce que tu veux en vrai, hein? Oui. Alors, créer des tiers-lieux, en fait, c'est créer des endroits où les gens se rencontrent. Et les enfants, ils ont une facilité de la rencontre que nous, on perd avec l'âge. Ils ont une facilité de la rencontre et si on leur propose, ils vont trouver tout de suite. Nous, dans le village où j'habite, j'ai la chance d'avoir un tiers-lieu. Et les enfants, les gens se plaignaient, la mairie notamment se plaignait qu'ils traversent des rues qu'il ne faut pas traverser. Et puis, il y a un enfant qui joue, il court après son ballon, il oublie qu'il y a une rue. Le ballon est focus, c'est quand même le plus important. Voilà, donc effectivement, il y avait un vrai risque. Et du coup, on a décidé, et ça, les adultes n'avaient pas cette idée-là, mais moi, j'ai dit, mais en fait, il faut qu'on se rencontre avec les enfants. Et alors, je vous dis ça au passé, mais en vrai, c'est la semaine prochaine qu'on le fait. Et avec les enfants pour définir des règles ensemble.
Et donc, je vais vous donner un autre exemple que nous avons vécu à l'école du Colibri. Nous avions un problème avec les cours, dans la cour de récréation l'hiver. Les enfants mettaient des anoraks ou enlevaient leurs anoraks dès qu'ils couraient, dès qu'ils avaient trop chaud. Et suivant la personne qui surveillait les cours de récréation, je m'étais rendu compte que les règles n'étaient pas du tout les mêmes. Puisqu'il y en a qui trouvaient que par principe, on mettait un anorak, on le fermait, et si on avait une écharpe, on la mettait et on mettait ses gants et sa cagoule parce qu'il ne faut pas qu'ils attrapent froid. Il y en avait d'autres pour qui il fait comme il veut, après tout, il est assez grand. Il y avait, enfin, voilà, on avait tout. Voilà. Et donc, du coup, on se retrouve en équipe enseignante et il y en a une qui se plaint, c'est pénible, on n'arrive pas à leur faire mettre leurs anoraks. Je leur dis, bah, c'est pénible parce qu'en fait, on n'a pas choisi la règle ensemble. Donc, on va faire un temps d'éducation à la paix sur cette problématique-là. Et donc, on est arrivé avec une liste des besoins, les besoins, prendre soin de la santé, ce qu'on appelle les besoins physiologiques, le besoin de mouvement, le besoin de jouer, le besoin de courir, etc. On a donné cette liste aux enfants et on leur a dit, nous les adultes, on va se mettre dans un coin, on va faire le même travail que vous. On vous demande d'établir une règle pour cette école qui tienne compte des besoins des adultes et des besoins des enfants sur le fait de mettre ou pas un anorak en cours de récréation. Donc, ils ont fait ce travail et les enfants sont tout à fait capables de se mettre à la place des adultes et de se dire « Ah bah oui, forcément, les adultes, ils ont peur qu'on soit malade, ils ont tout le temps peur qu'on soit malade. » Voilà, c'est comme ça. Mais pour de vrai, on avait, on est une école inclusive, donc on avait des enfants porteurs de handicap, dont 2 enfants où clairement, il fallait vraiment penser à leur mettre l'anorak, et voilà, parce qu'ils avaient un déficit de défense immunitaire important qui faisait qu'ils prenaient froid très facilement. Donc, ceux-là, on faisait vraiment attention. Donc, effectivement, il y a une des enseignantes qui disait, ben, par équité, on va faire pareil à tout le monde. Je dis, oui, mais enfin, ceux qui ont trop chaud, ils ont trop chaud. Ceux qui ont pas, on ne va pas les obliger à mettre l'anorak. Et donc, la règle qu'on a définie ensemble, donc chacun était travaillé dans son coin. Ensuite, on revenait. Et le principe de la coopération, c'est de mettre au centre les besoins de tout le monde. Et après, on va essayer d'en satisfaire le plus possible. Mais on ne va pas tous les satisfaire. On va apprendre ce qu'on appelle la frustration. Hein, et que c'est pas très grave, et ça c'est vraiment important, on n'en meurt pas, c'est une bonne nouvelle. Voilà, on peut différer son besoin aussi, les enfants ils comprennent ça très vite. Hein. Et donc les enfants ont établi la règle suivante, qui est très simple, c'est que quand on sort, par principe, si c'est un jour de froid, on met son anorak, et ensuite on est responsable de son anorak. C'est-à-dire que si on court très vite, et qu'on joue à un jeu où il faut s'attraper, et qu'on transpire très vite, on a le droit d'enlever son anorak. Si, par contre, on est un enfant fragile, on fait attention de garder son anorak. Et on leur a montré des vidéos, ça c'était nos besoins d'adultes, des vidéos de joueurs de foot qui, dès qu'ils sortent du terrain, hop, on les couvre. Et donc, on leur a expliqué, ça a été tout un travail en sciences pour leur expliquer que quand on a couru et qu'on a beaucoup... voilà, on est mouillé et que du coup, le froid, quand on redescend, peut faire qu'on attrape froid. Voilà, donc la règle que nous, on a imposée en tant qu'adultes, parce qu'il fallait qu'on tienne compte de nos besoins aussi, était que, OK, nous, on ne veut pas que vos parents ne soient pas contents parce que vous n'avez pas mis votre anorak, donc c'est OK pour que vous l'enleviez, mais quand vous avez fini de courir, vous le remettez. Eh bien, ça donne une cour de récréation où, quand un enfant a beaucoup couru et qu'il oublie de remettre son anorak, un rappel à la règle suffit. On lui dit juste, tu te rappelles, anorak? Ah oui. Et il remet son anorak sans râler. Et ce qui est intéressant avec cette règle, je finirai là-dessus, c'est que nous, les enfants, on les a du CP jusqu'au CM2. Donc la règle, elle a été inventée. Donc imaginez, vous êtes en CP quand la règle a été créée. L'année suivante, les CM2, ils s'en vont. D'accord ? L'année suivante, les CM1 passent en CM2, ils s'en vont, etc. Puis à un moment, il n'y a plus d'enfants qui étaient là quand on a fait la règle. Et nous, on se rend compte qu'au bout de 3-4 ans, la règle n'est plus comprise par l'ensemble, parce qu'ils n'ont pas vécu le process qui faisait que la règle se mettait en place. Et du coup, ça recommence à râler. Et pourquoi il faut mettre son anorak? Et pourquoi il faut le remettre tout de suite après, c'est n'importe quoi. Et du coup, il faut régulièrement redire les raisons de ce temps important qu'on a passé en éducation à la paix. On a pris du temps pour ça, on a posé les bases, il faut les écrire, de façon à ce que les suivants, quand ils se posent les questions intelligentes, ils aient une réponse intelligente en face d'un consensus qui a été trouvé à partir d'une réflexion commune. Merci beaucoup Isabelle pour ces précisions. On va en tirer des enseignements. Juste, je vous recommande le bouquin, un des derniers bouquins de Marie-Monique Robin qui s'appelle Vive les microbes, où on explique que pour la santé des gosses, il faut les mettre dans le fumier et non pas les protéger de plein de trucs. Pour notre santé, c'est la meilleure manière de nourrir notre microbiote. C'est pas une blague. Je reviens vers toi, Diane.
Antoine a évoqué le modèle de Starbucks, qui est évidemment pas du tout le tien, mais il s'agit d'un modèle économique. Tu nous as évoqué tout à l'heure la gratuité, pas la gratuité, le prix libre, etc. Est-ce que tu peux nous parler aussi de comment, en termes économiques, comment ça fonctionne, et plus loin, de quelle manière tu souhaites bousculer un peu nos modèles quand même? Oui, parce que si on veut qu'il y ait plein de tiers-lieux en France et qu'il y en ait plusieurs dans chaque ville, etc., il faut qu'il y ait une pérennité économique. Donc c'est évidemment central. Alors, il y a la question, en économie, il y a la question exploitation et il y a la question investissement. Sur l'exploitation, nous, le prix libre est... Donc aujourd'hui, il y a 14 petites cantines en France. Il y en a à peu près autant en phase de montage. Et on accompagne aussi des restaurants qui veulent se mettre au service du lien social. Et on les accompagne, on leur ouvre le savoir-faire, la boîte à outils, etc. Pour que le prix libre fonctionne, il a fallu penser autrement. C'est-à-dire que le convive aux petites cantines est amené à enfiler le tablier et peut se retrouver à contribuer, s'il en a envie, de la cuisine jusqu'à la plonge. Ça a pas mal de vertus. On parlait d'égalité, de rapport d'équivalence tout à l'heure. Quand on enfile le tablier, quel que soit notre parcours de vie, quel que soit notre milieu social, on a tous le même tablier. Et ceux qui sont à l'aise ne sont pas toujours ceux qui ont... Enfin, ça ne suit pas toujours la hiérarchie sociale des métiers. Donc ça, ça permet de créer un autre terreau de rencontre. Et puis, ensuite, sur cette question exploitation, en fait, là, je vais vous parler de finances comportementales. La relation précède tout le reste. Ça veut dire que la création de valeur économique, elle est toujours une conséquence de la création de valeur sociale et jamais l'inverse. Et à chaque fois qu'on se raconte l'inverse, on se retrouve tout simplement à mettre des rustines derrière. Mais à l'origine, c'est toujours la relation qui est première, qui précède tout le reste. Et la création de richesse économique en découle. Une expérimentation parmi beaucoup d'autres montre notamment que la première récompense que reçoit le cerveau, ce n'est pas l'argent, c'est le sourire. Ça veut dire que quelqu'un va préférer... En fait, il y a une partie de notre cerveau qui va largement préférer recevoir un véritable sourire authentique plutôt qu'une somme d'argent, quelle qu'elle soit. C'est lié au fait que la monnaie n'a que 7000 ans. Alors que l'humain était là bien avant la monnaie. Après, il y a la partie investissement. Et aujourd'hui, nous sommes confrontés, en France, à une réelle inégalité d'accès au financement quand on porte un projet dédié à l'innovation sociale. Et ça, en 2025, c'est inacceptable. Ce qui se passe, c'est que le pouvoir d'attraction de l'innovation technologique est tel pour les investisseurs qu'ils captent l'ensemble des investissements en faveur de la transition. Si je lis le rapport Draghi sur la question de la compétitivité européenne, donc le rapport qui donne, publié en 2024, et qui donne les grandes lignes, la boussole stratégique et diplomatique de l'Union européenne, qui considère l'Union européenne comme un tout là-dessus, donc vraiment qui propose une vision. La partie qui concerne l'écologie se réduit à l'angle de la décarbonation. Et ça, en 2025, ça n'est plus acceptable. Nous savons très bien, et c'est inscrit dans les accords de Paris, en préambule, c'est aussi le terme qui est adopté par toutes les institutions internationales et européennes. L'écologie, c'est d'abord une question de transition juste. On parle de transition démocratique, c'est-à-dire qu'on n'a pas envie que ce soit piloté par des oligarques, mais par l'intelligence collective. Mais ce n'est même pas une question d'envie, c'est qu'il est meilleur pour l'intérêt général que ce soit l'intelligence collective qui soit le socle de cette réflexion. Elle doit être aussi une transition économique.
c'est lié à la question de l'encadrement des rémunérations, des plus-values de cession. Et c'est exactement le discours qui est porté par ce mouvement économique, qui est l'opération milliard. Il n'y aura pas de transition juste s'il n'y a pas une réflexion sur ces sujets-là. Il y a aussi une question sociale. La transition écologique ne peut pas se faire sans la dimension sociale. Il n'est pas acceptable aujourd'hui que des personnes soient laissées pour compte dans cette transition. On a besoin de tout le monde pour y arriver. Et enfin, quand on parle d'écologie, on parle de territoire, on parle de logique locale, on parlait du lien que font les territoires entre nous. Quand nos territoires seront bouleversés par les aléas climatiques ou autres, il faudra bien qu'on trouve une manière de fonctionner ensemble. Et notre premier lien commun, ce sera le territoire. Or, tout ça, c'est exactement ces 4 piliers-là qui caractérisent la transition juste. Ce sont les 4 piliers proposés par l'expérience des tiers-lieux. Ça n'est même pas un discours, c'est une expérience. C'est-à-dire qu'on peut venir la vivre, on peut venir tester des choses. Certaines ne vont pas marcher, d'autres oui, et c'est comme ça qu'on fait tous ensemble notre R&D sociétal. Et ça nous fait incarner une vision. Et quand on a une vision collective, on ne tombe pas dans l'autoritarisme. Peut-être, si je puis me permettre, pour que tout ça se soit rendu possible et que le changement d'échelle, le passage à l'échelle soit possible, ça veut dire qu'il faut accélérer les investissements. Et aujourd'hui, on a ce frein que, comme dans l'innovation technologique, le TRI est beaucoup plus attractif pour les investisseurs. TRI. Le taux de retour sur investissement. Et puis, comme la gouvernance de ces tiers-lieux ou autres projets engagés dans la transition juste, elle est démocratique, elle peut apparaître parfois comme un peu ésotérique pour des investisseurs qui n'en sont pas familiers. Donc il y a besoin d'une acculturation. Il y a besoin d'une part d'éducation financière pour les personnes engagées dans les tiers-lieux. Et donc c'est une des missions de l'opération milliard, c'est nécessaire. Et il y a besoin de se mettre autour de la table avec les investisseurs pour écrire ensemble des thèses d'investissement qui correspondent aux besoins sur le territoire. Et ça, derrière, l'État a un rôle. Et nous, ce que nous demandons avec l'opération milliard, c'est que l'État, à travers la BPI, garantisse ces investissements. Les investisseurs ont besoin de sécurité. L'État peut jouer ce rôle de garantie gratuite au nom de l'intérêt général que servent les tiers-lieux. Merci, le message est fort et passé. Xavier, là on parle de modèle économique, mais pas seulement en fait, hein, c'est un embarquement collectif. J'aimerais avoir ton regard par rapport à l'expérience très forte que tu conduis sur ce point-là. Donc il y a l'aspect comment ça marche d'un point de vue économique, etc. Puis il y a une deuxième question là, que j'ai retenue qui est quid de la transformation écologique dans tout cela? Est-ce que dans les quartiers populaires, on peut avancer sur ce sujet? Je pose la question de manière maligne, évidemment. Oui, on peut avancer sur ce sujet, si ce n'est que les enjeux de personnes qui sont assez démunies ne sont pas forcément les mêmes que celles qui ont des revenus plus élevés. Donc on n'y va pas de la même manière, mais c'est un sujet qui est tout à fait abordé dans les quartiers populaires. Un lieu comme la Maison de la Conversation, en tout cas, permet d'être un endroit où peuvent se croiser des personnes portées par ce sujet-là. Moi, j'écoutais ce que disait Diane avec beaucoup d'intérêt, parce que je suis toujours très sensible à ton engagement et à ton discours. C'est vrai qu'aujourd'hui, les investissements dans le lien social, si je le prends d'une manière un peu large, sont vraiment pas à la hauteur des enjeux. Là, je voyais des chiffres sur le nombre de licenciements dans les associations. Il y a plus de 1000 associations qui ont fermé ces derniers mois. Enfin, on le sait tous, hein, qu'il y a une crise importante, hein, d'une manière internationale, européenne et en France, et que cette variable d'ajustement
que représente le tissu associatif, que représentent les tiers-lieux, etc., puisque nous sommes une association aussi, est en train d'être vraiment mise à mal. Donc la réponse, ça va être des investissements, ça va être aussi l'engagement de chacun, le fait de faire vivre ces équipements, d'y aller, de les utiliser. J'ai l'impression que le tiers-lieu, c'est à la fois pour la conversation un espace et un moment, mais c'est aussi quelque chose qui est en nous. Le premier tiers-lieu, c'est chacun d'entre nous. Et j'ai l'impression que là, je prêche plutôt des convaincus, mais il y a vraiment ce travail à faire de regard, d'écoute, d'ouverture à l'autre, de ne pas être sectaire. J'insiste sur ce mot parce que je trouve que la polarisation, j'étais journaliste, j'ai beaucoup travaillé sur le sujet des nouveaux mouvements religieux et des sectes. La polarisation qu'on voit aujourd'hui, je trouve qu'elle est très sectaire. Tout ce qui n'est pas d'accord avec moi est contre moi. Aujourd'hui, 30% des Français pensent que parler avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes idées que soi, c'est inutile. 79% des gens pensent que l'étranger est d'abord quelqu'un dont il faut se méfier. Et c'est 20% de plus qu'il y a 5 ans. Ça, c'est le baromètre de la fraternité, c'est des chiffres récents. Ça vous donne un peu le niveau de défiance qu'il y a autour de nous. Et là, tous les projets dont on parle sont là pour recréer du lien. Ils le font avec des échelles différentes. Et moi, j'entends que les petites cantines se sont vraiment beaucoup développées, donc arrivent à cette idée d'essaimage. Et pour parler de la maison de la conversation, c'est un sujet qui m'habite. Nous, on a 4 ans d'existence à consolider cette première maison de la conversation. On a une réflexion aussi sur l'essaimage, parce qu'on se dit que le sujet de la conversation, il concerne tous les territoires. Régulièrement, des villes viennent me dire « Tiens, ça m'intéresse d'avoir une maison de la conversation ». J'ai parlé aussi avec des pays africains qui me disent « Ah, ça serait super, etc. » Je dis là, on a encore besoin de se consolider avant de proposer un protocole, une méthode, un accompagnement pour pouvoir poser ce type de dispositif. Là, je voulais juste parler d'une autre démarche qu'on est en train de mettre en place. On est en train de mettre en place une carte des endroits où on se parle. Et l'idée, c'est de faire une carte crowdsourcée où chacun peut contribuer à cette carte et de définir et de repérer les endroits où on peut se parler. Donc, les endroits où on se parle, c'est d'abord les endroits où on s'écoute. Il ne faut pas oublier ça. Les endroits où on va se sentir bien. La maison de la conversation, ce n'est pas une safe place où il n'y aurait que des gens qui se ressemblent. C'est un endroit où il y a des safe places, mais c'est un endroit où je peux rencontrer l'altérité. Et c'est ça un endroit où on peut se parler. Donc je vous le dis parce qu'on est en train de lancer ce dispositif. Je fais ça avec Valérie Decroix et Hervé Chéniaud-Dupuis. Voilà, je n'ai pas oublié. Donc c'est vraiment un très beau projet citoyen, parce que la conversation, c'est un projet citoyen, c'est un projet social et c'est un projet humain. Parfait, merci beaucoup. Il nous reste 15 minutes, on va pouvoir donner, parce qu'on m'a glissé 13h10, c'est pas 13h, on est un peu privilégié, j'espère. Donc il nous reste 15 minutes pour passer la parole à la salle, mais d'abord, une précision, Antoine, sur cet aspect d'investissement qui vient d'être soulevé. Ouais, non, je vais faire très vite. Ça me fait rire ce que tu dis, Xavier. J'ai fait une cartographie des tiers-lieux à Cuba, à la Havane, et en fait, le principal tiers-lieu à la Havane, c'était la queue devant les magasins de glace. Donc oui, les lieux de conversation, comme tu essaies de le faire, peuvent aussi donner une idée plus précise de quels sont les tiers-lieux. Et c'est intéressant, ta cartographie pour deux raisons. La première, sur cette histoire d'investissement, c'est que la première chose, c'est de les identifier pour pouvoir les utiliser. Tous ceux qui veulent travailler sur les tiers-lieux, les entreprises, l'État, etc., il faut utiliser ces lieux-là au quotidien. Les personnes qui veulent faire des choses, il faut simplement y aller et proposer des choses et les utiliser, quels qu'ils soient en fait. Que ce soit les MJC, les bibliothèques publiques, les lieux de conversation, les petites cantines, il faut simplement y aller et les utiliser. C'est comme ça que leurs modèles économiques s'affirmeront et c'est comme ça qu'ils résisteront au temps long et qu'ils se maintiendront. La deuxième chose, et qui est liée à cela, il faut donc les identifier et les reconnaître institutionnellement. Ce que je veux dire par là, c'est que moi, mon objectif, en fait, c'est d'arriver à ce que ces tiers-lieux-là soient reconnus comme des infrastructures sociales essentielles au même titre qu'un hôpital, qu'une école. Quand on réfléchit à la ville et quand on réfléchit aux investissements publics, il faut placer les tiers-lieux à ce même niveau-là. Sinon, bien sûr, ils se perdront dans le marché, en fait. Et c'est ce qui est en train d'arriver. Donc, placer les tiers-lieux comme des infrastructures essentielles à la ville de demain. Bravo. Alors, on va prendre 3 questions, mais je vous demande s'il vous plaît d'être extrêmement synthétique, parce que là, l'intérêt quand même, c'est d'entendre nos experts. Alors, il y a monsieur, il y a madame là-bas. 1, 2, 3.
Je vous ai vu. C'est comme ça que ça marche? Synthétique. Hein. Oui, oui. Puisqu'on est justement, on parle de tiers-lieu, est-ce qu'on ne pourrait pas organiser une petite séance où on ferait tiers-lieu à cet endroit, là, pendant 5-10 minutes, plutôt que de vous écouter, même si c'est juste magnifique. Donc il faut que la discussion prenne. Merci pour cette question très concise. Bien joué. Ici, c'était là. Oui. Hein. Je ne sais pas si on m'entend bien. Oui, je me pose la question depuis quelques décennies de savoir comment on peut rendre l'écologie populaire, justement, parce que c'est vrai qu'on a quand même l'impression dans le débat public, mais même entre nous, que c'est une question qui concerne que les riches, et des rapports comme les rapports d'Oxfam, qui sont très sérieux, nous disent aussi, finalement, le réchauffement climatique, c'est à cause des riches, parce qu'ils sont capables de brûler du fioul plus que d'autres. Plus que des pauvres. Mais comment on fait pour rendre l'écologie populaire? Voilà. Je peux y aller. Troisième question. Madame là-bas, vous aviez levé la main. Oui, alors ma question, est-ce qu'il y a une différence entre les tiers-lieux en ville et à la campagne? Vous parliez de la géographie, de la distance, le fait qu'il faut y aller à pied. Nous, à la campagne, non, ce sera forcément avec une voiture, mais on est habitué à ce mode de transport. Est-ce que du coup, ça marche quand même, ou est-ce que ça tue le projet avant même qu'il ait commencé? Ok, merci. Sur le comparatif, c'est peut-être toi? Vas-y. Ouais, j'y vais sur les deux, je me lance. Et puis après, on enchaîne. Sur l'écologie. En fait, moi, je prends toujours un exemple, c'est la lutte pour les droits civils aux États-Unis dans les années 60. Un des principaux vecteurs culturels qui ont amené cette lutte-là, c'est les barbershops des Afro-Américains. Parce que quand les Afro-Américains à Harlem, par exemple, allaient dans leur barbershop, il y avait la culture, un élément culturel qui était très présent, qui amenait de la réflexion, qui amenait une pensée, qui a conduit à une forme de lutte sociale. Eh bien, pour l'écologie, c'est pareil. Il faut utiliser les tiers-lieux en mettant des éléments culturels sur certaines pensées liées à ce que vous amenez. Tous les tiers-lieux, de la boulangerie au PMU. Le PMU n'est pas simplement lié au jeu sur les chevaux. Amener des tracts, amener des journaux, amener quelque chose. Il faut les utiliser. Pour le deuxième, c'est bon, pour le deuxième, je suis d'accord, le problème en milieu rural est très présent parce qu'il y a une désertification aussi et il n'y a plus de tiers-lieux. Moi, je parle des coiffeurs parce que souvent à la campagne, c'est ces petits commerces-là qui jouent le rôle de tiers-lieu, effectivement. Donc oui, je suis pas bête, je sais très bien qu'avec l'évolution urbaine, il est impossible pour tous les tiers-lieux d'être piétons. D'accord. Néanmoins, voilà, moi, ce sur quoi je travaille spécifiquement, c'est comment il peut y avoir plus de petits tiers-lieux plutôt que de gros bousins. Voilà, je peux pas. On connaît quand l'évolution, on peut pas enlever le fait que ce soit un tiers-lieu parce qu'on met la voiture. Ce sont des caractéristiques, c'est un idéal qu'on vise. Voilà. Très bien. Tu veux ajouter quelque chose là-dessus? Vas-y. Oui. Sur la question de l'écologie, peut-être par le haut et par le bas. Par le bas, c'est-à-dire par la transformation des pratiques, par le haut, par la voie institutionnelle. Par le bas, la transformation des pratiques, la plus forte que je connaisse, c'est, pour moi, ce qui est le plus écologique, c'est de prendre soin de la relation. Quand je prends soin d'une relation, c'est déjà le premier pas. Et sur la question de détestation des riches, qui caractérise l'esprit français, ça me fait penser à cette blague de Coluche qui dit en France, tout le monde déteste les riches, mais tout le monde a envie de le devenir. Et là, je pense qu'on a peut-être besoin de transformer notre rapport à l'argent. Quand on est riche, peut-être prendre conscience de notre capital immatériel pour accélérer le détachement, peut-être, par rapport aux richesses matérielles. Et quand on est, par exemple, un activiste écologique, peut-être accepter d'avoir un rapport moins idéologique à la question de l'argent. Ça, c'est une première chose. Après, sur la partie institutionnelle, on a la chance d'avoir un texte au niveau européen qui s'appelle la Convention européenne des droits de l'homme, qui s'appuie sur nos besoins fondamentaux. Et dedans, il y a tout ce qui a trait à l'alimentation, à l'éducation, avoir un toit, travail, etc. Mais il n'y a pas la dimension relationnelle. Or, nous savons que les liens nous nourrissent et que nous en avons besoin pour vivre et que la relation est un besoin humain fondamental. Ce dont peut-être nous avions moins conscience auparavant, en tout cas, nous n'avions pas, peut-être au moment de la rédaction de cette convention, nous n'avions pas autant qu'aujourd'hui besoin de l'expliciter. Donc la proposition, elle est très simple, c'est collectivement avec les autres pays de l'Union européenne, ajouter un alinéa qui dit explicitement que nous avons besoin d'une vie sociale
et que c'est un besoin pour notre santé mentale et pour la qualité de notre vie démocratique. Merci. Isabelle, une précision, tu voulais? Oui, moi je voulais rajouter, à l'école du Colibri, on a fait le choix d'être une école inclusive. Alors aujourd'hui, toutes les écoles sont invitées à l'être. On a été un petit peu pionniers dans la matière. Et dans la façon de le faire, il y a une partie vraiment importante, c'est que ces enfants-là, dont dits différents de nous, nous, à l'école, c'est notre principale richesse. C'est très clair, c'est-à-dire que c'est eux qui nous apprennent plein de choses. Et je vais vous donner juste un exemple d'un élève qui voilà, grandissait mal, tout poussait mal. Dès qu'il mangeait quelque chose, il grossissait et il boudinait. Enfin voilà, il avait un corps qui fonctionnait pas très bien. Au niveau cognitif, c'était compliqué. Et un matin, on apprend que ce petit garçon, non seulement est tombé et s'est fait une fracture ouverte, mais en plus, quand il s'est fait enlever sa broche, il a chopé une maladie à l'hôpital. Donc l'équipe enseignante, on était tous un petit peu déprimés. Les enfants voient ça, ils nous demandent ce qui se passe, et du coup, on leur explique que Barthélemy va pas bien et qu'on est inquiet pour Barthélemy. Et les enfants demandent, mais du coup, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Alors, je dis, faire, je vois pas très bien ce qu'on peut faire. Par contre, ce qu'on peut, c'est penser à lui. Du coup, on a décidé pendant un moment de mettre une musique et de faire un mandala géant. Et donc, 40 enfants, chacun sur leur petit bout de mandala, puis après, on les assemble pour faire ce mandala géant. Ça a duré au moins 1 heure. Et le soir, un des enfants a emmené le mandala pour l'offrir à Barthélemy. Et puis, coup de chance, Barthélemy a trouvé, l'hôpital a trouvé le bon antibiotique, donc Barthélemy est revenu rapidement à l'école. Et le petit garçon n'avait pas eu le temps de lui donner son mandala. Et du coup, il me dit, qu'est-ce qu'on en fait? Je dis, on va lui donner maintenant. Voilà, donc toute l'école était assise et Barthélemy, les enfants déroulent le mandala géant et lui disent, voilà, on a fait ça pendant que tu étais à l'hôpital parce qu'on a pensé à toi. Et Barthélemy voit ce mandala et se retourne vers moi très ému en disant, mais ils ont pensé à moi, ils ont pensé à moi. Enfin voilà, c'était hyper émouvant. Et je dis à Barthélemy, qu'est-ce que tu veux faire? Il me dit, je veux les remercier. Alors je dis, vas-y. Le merci de Barthélemy, je ne peux pas vous le faire, je ne sais pas faire. Barthélemy, il a fait un merci pur comme un cristal de roche. Et tous les enfants pleuraient. Enfin voilà. C'est ça la différence, donc c'est ça l'accueil de toutes ces personnes de partout, c'est vraiment important. Merci pour ce témoignage. Xavier, oui. Et puis après on prend une dernière question. Oui, peut-être un petit mot sur la partie transition. Je rencontrais quelqu'un du GIEC la semaine dernière qui me disait on parle trop de climat et pas assez de transition. Et en arrivant à la maison de la conversation, on s'est dit tout de suite, et j'ai rencontré pas mal de monde en disant en fait ce dont on a besoin aujourd'hui, et je reviens sur ce que tu disais, c'est vraiment recréer du collectif. Il n'y aura pas de transition sans collectif. Il y a un livre magnifique que vous connaissez peut-être, L'entraide, une autre loi de la jungle est possible, de Pablo Servigne et Gauthier Chapelle. Voilà, vraiment, nous, on agit à cet endroit-là, recréer du collectif grâce à la conversation pour justement être en capacité de se mettre en mouvement. Entendu. Allez, dernière question, on se fait plaisir. Voilà. Bravo. Allez-y, madame. Oui, excusez-moi. En vous écoutant, en vous regardant, on a envie de vous voir vous regrouper, de faire une sorte de, je sais pas, de quelque chose, une fédération, enfin peu importe comment ça s'appelle, pour pouvoir être plus fort vis-à-vis des pouvoirs publics, de l'État, des investisseurs et peut-être apporter effectivement cette force de frappe. J'aime pas ce terme, mais j'en ai pas d'autre en valise pour l'instant. Qui est un aficionado du tiers-lieu ici, qui fréquente les tiers-lieux organisés, etc. Levez la main. On a une salle de com, d'accord. Ok. Fédération de tiers-lieux? Ouais, non, mais il y a eu une tentative en France, mais il faut savoir qu'elle était cette tentative, elle a quelque chose à son cœur qui est faussé, c'est qu'elle part du coworking en fait. Elle part du coworking et du numérique. Et puis elle a eu comme angle d'essayer de compléter les politiques publiques, voire de les remplacer. Donc il y a eu une tentative, on sait qu'il y a une possibilité. Maintenant, pourquoi il faut travailler, c'est d'ouvrir le plus possible en fait. Il y a le risque qui trop embrasse mal étreint et cette phrase. Il y a un risque effectivement là-dessus. Mais à mon avis, il faut arriver à refaire cet effort-là de cartographie pour identifier tous ces tiers-lieux organisés, du kebab au café, en passant par le Fab Lab, pour effectivement faire une fédération. Moi, je travaille même sur l'idée de syndicat.
parce qu'on doit avoir une force comme ça représentative qui puisse défendre des droits, faire du plaidoyer. Et puis pour finir, et pour revenir sur cette idée de droit fondamental, il y a l'article 42 ou 40 qui est sur le droit fondamental pour la réunion, le droit d'association et de réunion. Effectivement, dans mon bouquin, j'en parle sans faire de promotion, pour un droit au tiers-lieu. Parce que cette capacité de faire du lien et de défendre les lieux où on fait du lien, c'est les tiers-lieux. Et ils sont en danger. Est-ce que ton bouquin on peut l'acheter là-bas ou pas? Oui, donc le bouquin de Xavier d'Antoine et je me tourne vers la gauche. Donc disponible. Tu voulais ajouter un mot là-dessus? Il nous reste 20 secondes chacun, pas plus. Il existe un GIE qui s'appelle France Tiers-Lieux et qui s'occupe du lobbying technique auprès des ministères, et une association qui s'appelle l'Association nationale des tiers-lieux qui s'occupe aussi des relations avec les tiers-lieux. Après, c'est comme une forêt, c'est mouvant, il y a plein d'acteurs, il ne faut pas qu'il y en ait un gros qui écrase tout, mais ça s'organise. Dernier mot? Oui, justement, on parlait des tiers-lieux en zone rurale. Il y a un mouvement qui s'appelle les Gilets jaunes, où on a vu arriver les ronds-points. On a parlé de la sociabilité des ronds-points, même de voilà, les tiers-lieux, ils peuvent se mouvoir et se créer à plein d'endroits. Moi, je connais bien France Tiers-Lieux parce qu'on est adhérent de France Tiers-Lieux. C'est arrivé après, hein, cette histoire-là. Il y a beaucoup de tiers-lieux très différents. Il y a quand même des partages de pratiques entre les différents porteurs de projets. Donc, c'est vraiment à chacun d'aller voir autour, de s'inspirer, de se recevoir, de se donner. Hein, les modèles économiques, c'est quand même le gros sujet, hein, aujourd'hui. Donc, il y a une belle dynamique dans les tiers-lieux. Il y a des gens très différents les uns des autres. C'est des projets à pousser qui peuvent être petits, grands, essaimés ou pas. À chaque fois, ça marche. Je dis ça, mais pas toujours en fait. Mais en tout cas, il y a des très belles intentions qui fonctionnent. Voilà. Entendu. Mesdames, Messieurs, merci pour votre participation très forte. Antoine Buret, Isabelle Pelou, Diane Dupré-Latour et Xavier Cazard, bravo. Et bonne journée, amusez-vous bien.